ça l'origine de l'univers. Autrement dit, dire que l'univers a une origine, c'est postuler que l'univers a été précédé par rien. L'origine de l'univers, c'est la transition du non-être à l'être. La question, c'est est-ce qu'on est capable de dire qu'une telle transition a eu lieu? Et si oui, est-ce qu'on est capable de la décrire? On y reviendra, je pense, dans la suite. Et une deuxième remarque que je voudrais faire, c'est quel est le lien qu'il y a entre l'origine d'une chose et la chose dont c'est l'origine. Autrement dit, quand vous pensez à l'origine de l'univers, c'est une question que vous posez Kant. Est-ce que vous postulez que l'origine de l'univers est hors de l'univers ou pas? Si l'origine de l'univers fait partie de l'univers, vous pouvez imaginer qu'en étudiant l'univers, vous pouvez comprendre son origine. Si au contraire, vous pensez que l'origine de l'univers est transcendante, ça veut dire que l'origine de l'univers ne fait pas partie de l'univers. Auquel cas, ce n'est pas en explorant l'univers que vous comprendrez cette origine. Ce qui nous amène à interroger plus profondément le sens d'une origine. Alors, pour le comprendre, je vais faire un petit déplacement. Je ne m'intéresse plus à l'univers, je m'intéresse au langage. Vous savez qu'au XIXe siècle, beaucoup de linguistes se sont passionnés autour de la question de l'origine du langage. Ils envoyaient des thèses ou des manuscrits ou des ouvrages ou des articles à la Société linguistique de France. Et cette société était tellement inondée de manuscrits qu'en 1871, elle a modifié ses statuts en disant « Désormais, nous cesserons d'examiner les écrits qui nous sont envoyés et qui prétendent décrire l'origine du langage. » Alors pourquoi cette prise de position assez radicale, qui a été évidemment abandonnée par la suite? Tout simplement parce qu'il y avait une ambiguïté du mot origine. Pour certains, chercher l'origine du langage, c'est chercher la première langue jamais parlée, qui a engendré les 6000 langues aujourd'hui parlées. Donc on cherche en quelque sorte le proto-langage, la première langue, qui a engendré toutes les autres. Et si on est dans cette optique, c'est-à-dire si on croit qu'il y a eu une première langue, qui est apparue comme ça soudainement dans un endroit de la planète, ça veut dire qu'on s'intéresse à un événement qui est géographiquement situé et qui est historiquement situé, c'est-à-dire qu'il peut être daté. On dira, la première langue est apparue à tel endroit, à tel moment, et ensuite elle a diffusé, s'est transformée, et peu à peu a engendré les 6000 langues aujourd'hui connues. Mais il y a une autre façon de comprendre la question de l'origine du langage, c'est de se dire quelles sont les conditions environnementales, culturelles, cérébrales, politiques, environnementales, qui ont conduit des êtres humains à commencer de communiquer par voie orale. Et donc, ce qu'on cherche là, c'est non pas la première langue, mais les conditions anthropologiques de l'apparition du langage. Et on s'imagine bien que les premiers humains qui ont parlé n'ont pas récité du Victor Hugo d'emblée. C'est-à-dire qu'au départ, ils ont échangé par des corporums, par des cris, par des onomatopées, par des sons. Et peu à peu, dans le spectre des sons, ils ont isolé des mots qui faisaient sens. Et d'ailleurs, je crois savoir que les linguistes ne savent toujours pas expliquer comment, à partir de sons qui semblent arbitraires, l'homme a été capable d'isoler des sons qui correspondent à des mots. Bon. Et vous voyez que si vous pensez l'origine du langage en ces termes, il ne s'agit plus d'un événement qui est forcément géographiquement situé. Le langage, les corporines, les signes, on peut apparaître à plusieurs endroits en même temps, ou même à des périodes différentes. C'est un processus continu, avec peut-être des seuils, mais qui est globalement continu, progressif. De même, il ne peut pas être chronologiquement situé, puisque c'est un processus continu. On ne peut pas dire que le langage est apparu 20 000 ans avant Jésus-Christ, ça n'a pas de sens. D'autre part, qu'est-ce que vous appelez le langage? Aujourd'hui, on sait ce que c'est que le langage. Mais est-ce que dans votre façon de le rétro-projeter dans le passé, vous n'avez pas
vous n'allez pas appeler langage des choses qui correspondent à en fait un langage très primitif, qui s'il était parlé aujourd'hui ne serait pas appelé langage. Autrement dit, quand vous vous rétro-projetez vers le passé, est-ce que vous n'êtes pas victime de ce que Bergson appelait le mouvement rétrograde du vrai? C'est-à-dire, vous décrétez des choses vraies aujourd'hui, et sans vous en rendre compte, vous les rétro-projetez dans le passé. Un exemple de ce processus qui est assez évident à identifier, c'est l'atome. Dans les manuels de physique, on dit, tiens, Leucippe, Démocrite, Épicure ont pensé l'atome, qui a été découvert au XXe siècle. Ça, c'est n'importe quoi. L'atome du XXe siècle a été découvert, l'atome de la physiologie n'a été pensé par personne. Il n'a de commun avec l'atome de Démocrite que le nom. Autrement dit, l'atome d'aujourd'hui n'a aucune des propriétés que les Grecs attribuent à l'atome. Ça a commencé par le fait qu'il est brassicable, qui est la signification du mot atome en grec. Donc, l'atome n'a été anticipé par personne. Or, je connais beaucoup de manuels qui nous expliquent que, grâce à son génie qui était réel, Démocrite avait anticipé l'existence de l'atome. C'est complètement faux. D'autant plus que l'atome de Démocrite, quand on lit un peu ses fragments, c'est pas du tout une entité matérielle. C'est une idée. Pas du tout un objet. Et si on continue de dire que Démocrite a inventé l'atome matériel comme une espèce de corpuscule insécable, c'est tout simplement parce que Marx a fait sa thèse sur Démocrite. Et c'est lui qui a matérialisé Démocrite. L'atome de Démocrite n'a rien à voir avec l'atome d'Épicure. Vous voyez, il y a tous ces effets-là qui font que la notion d'origine est quand même beaucoup plus problématique que ce qu'on pense. Et dans ce brouillard, les philosophes peuvent nous aider. Parce que les philosophes ont vu que le mot origine a au moins deux sens. Premier sens, c'est un sens transcendant. L'origine, c'est une cause première qui n'a pas elle-même à être fondée comme l'effet d'une autre cause. C'est une cause première qui n'est pas l'effet d'une autre cause. Elle est donc transcendante. Et elle engendre tout ce qui est postérieur. Deuxième sens, la cause est un fondement logiquement premier, une sorte de substrat qui engendre la suite. Et vous voyez que vous retrouvez ces deux sens dans ce que j'ai dit du langage tout à l'heure. Alors quand vous regardez les cosmogonies traditionnelles, que les anthropologues ont rapportées, vous voyez qu'elles sont toutes des généalogies qui prennent le mot origine dans le second sens. C'est-à-dire qu'elles partent toujours d'un déjà là, immanent. On nous dit au début il y avait ceci ou cela, un océan, une obscurité, un demi-dieu, une matière informe, dont il est Platon, par exemple. Il y avait toujours quelque chose, il y avait toujours un déjà là, mais qui n'était pas encore organisé. Donc, les cosmogonies traditionnelles, les songeries ancestrales dont parlait Bachelard, parlent toujours d'un déjà là. En revanche, si vous prenez des monothéismes, la cause ou l'origine de l'univers est toujours transcendante. C'est un être transcendant, appelons-le Dieu, qui décide de créer l'univers. Et dans ce contexte, l'origine de l'univers ne fait plus partie de l'univers. Mais si la cause de l'univers est transcendante par rapport à l'univers, ça signifie que l'univers est contingent. C'est-à-dire qu'il aurait pu ne pas être. Il y a la grande remarque de Kant qui dit si Dieu a créé l'univers, alors l'univers est contingent, c'est-à-dire il aurait pu ne pas être, alors que dans les cosmogonies traditionnelles, il y a une espèce de déterminisme qui fait que l'univers évolue nécessairement comme l'histoire raconte qu'il a évolué. Et vous voyez que, même si je suis un peu confus parce que vous m'avez pas donné une transparence, il y a une question fondamentale, c'est est-ce que l'origine de l'univers fait ou non partie de l'univers? C'est une question qui n'est jamais posée. Et avant même que j'ai développé mon argumentation, vous voyez bien que le fait qu'elle ne soit jamais posée a des effets très pervers. Le dernier bouquin d'un grand astrophysicien anglais, qui n'a pas été écrit par lui,
grand dessin de l'univers, se conclut, comme toujours dans ces livres, la dernière page parle de Dieu. On ne voit pas comment il arrive, mais à la dernière page, il arrive. Et ce que dit ce monsieur, ou plutôt les gens qui ont écrit pour lui, c'est la chose suivante. L'univers n'a pas eu besoin de Dieu pour être créé. Il a suffi de l'action des lois de la gravitation sur le vide. C'est un énoncé intéressant, je ne dis pas qu'il est faux, mais vous voyez qu'il est problématique. D'abord, si vous définissez Dieu comme étant le créateur de l'univers, ce que font beaucoup de religions, et si vous prenez la phrase que je viens de dire au sérieux,